welcome to our global audience. My name is Helen Loudner. Bonjour, je suis Hélène Lardner, présidente de l'ICOMOS Australie. Cet événement veut saluer le travail excellent et tout l'appui que nous avons reçu pour ce symposium scientifique à l'Assemblée générale de l'ICOMOS qui n'a pas pu être accueilli à Sydney en 2020. Nous allons commencer par une vidéo qui vient du Conseil aborigène métropolitain qui nous accueille sur la terre des Gadigal, d'où cet événement est passé en direct. Au nom de notre Conseil métropolitain aborigène, en tant que président, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à cet événement clé. Je voudrais saluer le fait que j'accueille dans la langue du peuple qui a été elle-même enregistrée en 1790 par le lieutenant Dawes. Et c'est la langue donc des Gadigal. Et nous remercions la jeune aboriginale qui lui a parlé et qui a permis d'enregistrer et de noter cette langue pour la première fois. Le Conseil aborigène est fier d'agir en partenariat avec l'ICOMOS Australie et de faire partie de ce grand événement qui salue le patrimoine, non seulement celui des peuples premiers, des aborigènes et autochtones, mais de tous les peuples. La valeur du patrimoine, c'est quelque chose dont nous sommes très fiers de partager. Donc, en 2020, nous ne pouvons pas malheureusement vous accueillir comme nous le souhaitons, mais nous sommes quand même très heureux de travailler avec l'ICOMOS pour que notre collectivité participe à cet événement. Pour ce soir, nous voulons saluer tous ceux qui ont participé à l'organisation, à la logistique et à l'organisation de l'AG 2020, comme cet événement de ce soir. Donc, bonjour à tous et nous saluons le travail de tous ceux qui ont participé à cet événement 2020. Merci Nathan. Nous sommes ravis d'avoir la participation du Conseil aborigène métropolitain qui est un de nos grands partenaires pour l'AG 2020. Et en 2023, nous les retrouverons également. Je vous précise que je suis dans la contrée du peuple Wurundjeri de la nation Kulin. L'ICOMOS Australie est donc l'hôte de cet événement spécial. Nous avons des membres très actifs, très enthousiastes et très compétents qui avaient très envie de vous accueillir, vous, nos collègues de l'international cette année. Si tout s'était passé comme prévu, l'AG 2020 se serait passé à Sydney, donc en Australie. Et nous serions à l'instant même, nous serions au parc d'attractions de Luna Park, sur le port de Sydney. Nous ne sommes pas ensemble, côte à côte, mais c'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Cet événement spécial à l'appui de l'ICOMOS Australie et sponsorisé par Tourisme Australie, Business Event Sydney et le Palais des Congrès international de Sydney. Je remercie nos partenaires ainsi que les gouvernements australiens et de la Nouvelle-Galles du Sud pour leur appui, ainsi que les autres partenaires stratégiques et les entreprises qui nous appuient, dont les logos se verront à l'écran de temps à autre. Pour commencer, je vais présenter notre organisateur de l'AG 2020, donc Richard Mackay. C'est lui qui est organisateur et il sera l'organisateur de l'AG 2023. Dr. Ona Valikis est la coprésidente internationale du symposium scientifique pour 2020. Elle nous rejoint depuis Birmingham. Le Dr. Steve Brown est le coprésident australien du symposium pour l'AG 2020.
La professeure Tracy Allen a la responsabilité de la publication de l'ICOMOS Australie et animera cet événement. Je lui passe la parole. Merci, Hélène. Donc, nous sommes là, c'est le soir en Australie. À vous tous, jeudi, bonsoir. Cet événement spécial est en direct depuis le Palais des Congrès de Sydney. Et c'est là que l'AG 2020 aurait dû se tenir. Et c'est là que l'AG 2023 se tiendra. Donc, la diffusion est en anglais avec une traduction simultanée en français et en espagnol. Ce soir, nous aurons une première séance de 45 minutes, puis une petite pause. Et ensuite, une deuxième séance de 55 minutes. À chaque fois, il y aura des présentations rapides sur les thèmes, les 6 thèmes du symposium scientifique, suivis d'une discussion en panel. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez poster vos commentaires pendant ces 2 séances. Vous trouverez l'icône correspondante en haut à droite. Nous allons commencer. Déjà, je passe la parole à Ona et Steve. Ils vont nous présenter le contexte et nous parler du thème du symposium scientifique sur les cultures partagées, le patrimoine partagé, la responsabilité partagée. Merci, merci à tous. Bonsoir à tous. Donc, cette idée de partage était le point focal de ce symposium. Et nous avions un thème général qui était le partage des cultures, le patrimoine partagé, la responsabilité partagée, qui s'appuie sur les travaux de Richard Mackay pour le gouvernement australien, qui reprend le contexte général du patrimoine en tant qu'identité culturelle, alors que tout change, la population, les conflits, l'incertitude de l'environnement. Ce thème reconnaît que ce patrimoine, qu'il s'agisse d'endroits, de paysages, de pratiques ou de collections, est souvent rapproché et apprécié de différents groupes. Ce thème devait s'intéresser aux relations entre les groupes culturels et leurs responsabilités collectives pour les soins, la protection des grands attributs, des sens et des valeurs de ce patrimoine. En fait, quand on demande qu'est-ce que c'est que partager, c'est en fait inviter les désaccords. Cet acte de partage soulève des questions ou de valeurs et ces réponses peuvent amener un conflit d'intérêts. Et donc cette idée de partager a des sens parfaitement opposés. Le partage d'une valeur, d'une expérience par rapport aux besoins d'un partage qui a été obligé entre des parties en désaccord. Cette idée avait été proposée donc au symposium scientifique parce que c'est un terme qui est à la fois provocateur et complexe. Je passe la parole à Ona. Merci Steve. Cet événement va se diviser en 6 thèmes pour explorer cette notion de partage. Il y aura des grands messages et un certain nombre de questions et d'écueils qui s'appliquent lorsqu'on parle de partage, lorsqu'il s'agit de patrimoine. Comme vous allez voir, les grands thèmes, c'est les cultures partagées, le patrimoine partagé, la responsabilité partagée, le patrimoine autochtone et le parcours culture-nature, ainsi que les patrimoines marginalisés. Ces derniers thèmes sont particulièrement importants parce que c'était la première fois qu'ils auraient figuré au symposium scientifique de l'ICOMOS. Et cette notion de parcours culture-nature a une notion de collaboration et de travail partagé entre l'ICOMOS et l'UICN sur les thèmes du patrimoine culturel et naturel. Les thèmes transversaux tiennent compte des groupes de travail de l'ICOMOS
Et le sujet du patrimoine numérique a été également prévu en vue de l'intérêt qui est apparu au travers des communications proposées. Donc, nous allons lancer ce soir la publication de l'environnement historique en tant que souvenir de ce symposium scientifique de l'AG 2020. Et nous remercions les coprésidents des thèmes qui ont participé. Et donc, nos auteurs vont certainement entendre parler de nous. Et je vais repasser la parole à Tracy. Merci, Ona. Donc, cette première séance de l'événement clé, nous allons discuter de trois des grands thèmes de l'ICOMOS de l'AG 2020, donc les cultures partagées, le patrimoine autochtone et le parcours culture-nature. Nous commençons par les cultures partagées. J'accueille à l'écran les coprésidents de ce thème. Dr Christine Garduño-Freeman est universitaire et pratique les études sur les liens entre les personnes et les lieux au niveau de l'histoire architecturale. En ce qui concerne le docteur Marco Antonio Chavez Aguayo, qui est au Mexique, il a des antécédents universitaires en gestion culturelle et patrimoniale, psychologie, en droit, en musique et en virtualité. Je leur passe la parole. Bonjour, je voudrais saisir cette opportunité pour décrire un peu comment Marco et moi-même avons fait connaissance et avons commencé à travailler ensemble, comment on est devenus amis, comment on a pu écrire ensemble en collaboration sur le patrimoine, le fémicide, les médias numériques et la valeur sociale. Christina et moi-même partageons une multitude de cultures. Nous nous sommes rencontrés en 2015 quand Christina rendait visite à sa famille ici à Guadalajara et je venais moi-même de revenir au Mexique pour prendre un poste à l'université après de nombreuses années à Barcelone. Quand on s'est rencontrés, on a pu constater que malgré nos parcours très différents, moi en psychologie, en musique, en droit et en gestion culturelle, et Christine en architecture, en design, en médias numériques et en valeurs sociales, mais nous étions malgré cela tous les deux très intéressés par les liens entre les peuples et les cultures. Bien sûr, nous partageons également un amour pour la culture mexicaine parce que nous sommes tous les deux nés dans ce pays à cause de ses couleurs, ses attitudes et cette cuisine également inégalable. Dès le début de notre carrière de chercheur, nous avons partagé une curiosité culturelle et un esprit critique par rapport aux événements qui avaient lieu. Donc, quand Marco a suggéré d'utiliser une optique théorique australienne pour analyser la dégradation d'un monument mexicain emblématique, j'ai tout de suite dit d'accord. Notre article a été manié et remanié 16 fois. Parce qu'on a essayé de comprendre comment El Angel et les circonstances qui ont entraîné sa dégradation. Bien sûr, notre ambition était un peu trop excessive et notre comité de lecture a très vite mis en évidence des idées qui manquaient un peu de solidité et nous a un peu plutôt encouragé à suivre les idées les plus solides. Et donc, nous avons enfin réussi à avoir un texte homogène. Donc, la rédaction de cet article était tout à fait du direct. Nous avons travaillé au travers de cultures partagées numériques, temporelles, linguistiques. Et les idées se sont transformées en octets qui faisaient des allers-retours autour du globe. Et on a utilisé au mieux, on a tiré parti d'un décalage horaire de 16 heures entre l'Australie et le Mexique. Et on a parlé l'anglais, l'espagnol et bientôt, et bien sûr, l'espagnolais. On a échangé, on s'est corrigé les erreurs. Mais l'essentiel, c'était les conversations qui ont rendu tout ça très intéressant. On a étudié les questions de féminicide,
génocide, de violation des droits des femmes, de complaisance bureaucratique et du pouvoir du glitter rose et du pouvoir également des médias sociaux et comment les réseaux sociaux donnent voix aux ceux qui sont normalement réduits au silence. Et on a pu voir également que Restaurados con Glitter avait raison. Nous voulions dédier cet article à toutes les victimes du fémicide et du féminicide au Mexique, à leurs familles, à leurs amis, à tous les gens qui luttent pour la protection des droits des femmes. Nous remercions Restauradoras con Glitter, particulièrement à Yulti Estrada et Gilda Pasco Saldala et Brian Nosaldo pour les photos et pour leur contribution. Nous offrons cet article en mémoire de l'archéologue Maria de la Cruz, Marie-Cruz Palias Hernandez, qui est morte cette année. Elle est pionnière dans la recherche sur le patrimoine au Mexique. Merci Christina et Marco. Le prochain thème que nous allons aborder est celui du patrimoine autochtone. Ça devait être un thème révolutionnaire pour l'ICOMOS parce que c'était la première fois qu'il y avait autant de populations autochtones présentes lors d'un symposium scientifique de l'ICOMOS. Donc, veuillez accueillir à l'écran les coprésidents du thème culture partagée, Dr Chris Wilson, est un archéologue et maître de conférences en archéologie aborigène à l'université de Flinders. Et Chris se joint à nous d'Adélaïde, en Australie méridionale. Dr Diane Menzies, qui est officier de l'ordre du mérite néo-zélandais et des Maoris, et un doctorat en gestion des ressources et des qualifications en architecture du paysage, en commerce et en médiation. Diane nous vient d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc, l'écran est à vous, Diane. Merci. Bonsoir, Tracy. Je voudrais parler du paysage culturel. Iu Matao est un paysage culturel qui a une dimension spirituelle très importante. C'est un voyageur maori de la période précoloniale a débarqué sur la côte et depuis les jardins sur des sols volcaniques très riches ont nourri des générations. Malgré des accords inscrits dans le traité de Waitangi, cette terre a été volée par la couronne en 1863. Ils ont appelé ça une confiscation en rétribution à une opposition au gouvernement colonial. La couronne l'a ensuite transférée à une famille de pionniers qui l'ont cultivée et qui l'ont eux-mêmes transférée. Donc, un groupe local de la région se sont opposés à ces nouveaux propriétaires puisque la terre a été passée à une entreprise multinationale pour faire un projet immobilier. Donc, les populations locales ont été expulsées et c'est devenu un moment très important de l'expression des traumatismes et des griefs de la colonisation pour les Maoris. Donc, c'est un pays qui a souffert de la colonisation, d'injustice. Il n'y a pas eu de consultation et il y a eu beaucoup de divisions. La protection, il y a des paysages contestés partout dans le monde et ce sont tous des terres qui sont très importantes pour les populations autochtones. Leur pays, c'est leur esprit, leur patrimoine, leur avenir. Merci beaucoup et à vous, Chris, je vous passe la parole. Merci, Diane.
Diane et I, on a commencé à travailler ensemble parce qu'on avait cette compréhension, cette même conception de la justice culturelle. Et je voudrais vous en parler maintenant. Donc nous examinons l'intersection entre le patrimoine et les expériences et comment ces expériences contribuent à une meilleure compréhension dans un contexte mondial. Donc par exemple, dans ces concepts, il y a l'intégration, le devoir de s'occuper des terres et l'identité. Ce récit pour nous nous permet d'améliorer nos connaissances et de réduire le fossé dans notre histoire de colonisation. Et il permet de partager le patrimoine et de partager nos récits. Et cela permet une meilleure compréhension du paysage et culturel aborigène. Et grâce à cette connaissance, il y a une meilleure reconnaissance, une plus grande cohésion et plus de respect qui permet aux gens de travailler en collaboration avec les collègues aborigènes et non aborigènes. Ici, on a commencé à conceptualiser l'ontologie, l'axiologie et l'épistémologie pour revoir les lieux, les peuples de façon holistique. C'était essentiel pour nous à tout processus de décolonisation car il donne voix à toutes les parties prenantes. Donc, les aspects matériels et immatériels du patrimoine autochtone continuent à se confronter à ces problèmes de souveraineté. Le contexte et la fondation du patrimoine aborigène pour nous, c'est le soin à la terre. La terre est centrale à notre identité et à notre patrimoine. Il est très important de tenir compte de cette contribution. Merci. Merci Chris et Diane et nous nous réjouissons à la perspective de revenir sur ces questions dans notre discussion. La prochaine thème dont nous allons parler est celui de la thématique culture-nature qui porte sur donc le travail de collaboration entre l'ICONOS et l'UICN qui poursuit les travaux de d'autres thématiques à Hawaï en 2016 et à Delhi en 2017. Donc, je vous demande d'accueillir à l'écran les coprésidents de cette thématique. Tim Madman est le directeur de l'initiative de l'UICN Nature Culture et les anciens directeurs du programme de patrimoine mondial de l'UICN. Susan McIntyre-Tamoy est une archéologue et consultante sur le patrimoine culturel avec une expérience de 30 ans. Et elle est directrice associée auprès de Navin Officer Heritage Consultants et est professeure associée à James Cook University au Queensland. Donc, vous avez la parole, Sue. Merci à tous. Merci. Je salue les peuples aborigènes qui ont vécu sur les terrains dont je vous parle. Donc, cette division artificielle entre la nature et la culture qui fait partie intégrante de différentes notions occidentales et de notre système de patrimoine mondial est une chose à cibler particulièrement. Cette gestion holistique des valeurs à la fois naturelles et culturelles sont à prendre en compte. Le parcours commence alors que nos membres ont réagi au travail de l'ICOMOS et de l'UICN dans un projet conjoint pour la première fois, entrepris ensemble. En 2016, ce parcours a commencé au Congrès mondial de la conservation à Hawaï. En 2017, c'était le parcours à Delhi et qui a joué un grand rôle à l'Assemblée générale de Delhi. En 2018 et 2019, ce parcours a fait le tour du monde avec 12 événements dans 12 pays. En 2020,
2020, ça devait être une année très très intéressante avec un grand parcours en commençant par le Congrès mondial de la conservation à Marseille et celui de Sydney. Mais évidemment, tout a été bouleversé. Nous continuons à bâtir une collectivité de praticiens qui veulent appliquer une démarche nature-culture à leur méthode quotidienne. Les tableaux que vous voyez à l'écran ont été choisis pour l'AG 2020 et c'est un artiste australien aborigène avec une histoire d'émeu et de brolga, deux des oiseaux australiens. C'est une histoire qui remonte à des temps très anciens où ces deux oiseaux étaient grands amis et qui ont fini par se trahir pour des raisons de jalousie, pour une raison de convoitive et qu'ils voulaient monopoliser des ressources naturelles. Ça me paraît un récit très courant dans le monde occidental. Donc leur réaction remonte déjà très loin. Ce parcours culture-nature veut que nous apprenions à partir des cultures autochtones et leurs relations avec la terre. Il y a des histoires qui indiquent qu'il y a un besoin de travailler de façon explicite entre les actions humaines, entre les humains et non humains qui sont impliqués. Il existe des éléments qui montrent qu'il y a une transmission de génération en génération. Et dans ce voyage, nous allons apprendre, partager et construire des partenariats très solides. Et je passe la parole à Tim. Merci à ma très brillante coprésidente. Je remercie l'ICOMOS et l'UICN pour cette invitation et je confirme notre appréciation de la collaboration entre nous. Donc à l'écran, vous voyez donc un diapo qui figurera dans une communication de notre journal concernant la nature et la culture. C'est une réalité que la diversité et ce lien, il y a un lien au niveau de leur richesse, mais également des pertes. Nous devons viser une véritable nature florissante. C'est important parce que la culture et la nature, c'est très très important. C'est comme ça que les gens vivent vraiment. C'est au niveau, on voit que les aspects culturels et les sites naturels sont très liés. Il faut protéger la biodiversité telle qu'ils existent sur ces sites. Et ce lien entre nature et culture est beaucoup plus déontologique. Il faut tenir compte de ce lien entre les communautés. Il y a un certain nombre de questions entre les genres, entre la spiritualité qui sont importants. Il faut le reconnaître dans les droits qui sont dus aux autochtones. Et il faut que nous remettions en question les pratiques patrimoniales qui détruisent ce lien entre la nature et la culture. Ce n'est pas juste une opportunité qui sera ratée. Donc ce parcours nature, culture a fait participer beaucoup d'acteurs comme l'UNESCO, la Convention sur la diversité biologique, mais je voudrais saluer la collaboration entre UICN et l'ICOMOS, car nous avons signé un protocole d'accord cette année qui est une promesse de travail renforcé. Donc je vais lancer en conclusion une nouvelle plateforme Internet qui est ce panorama, ça s'appelle Panorama. C'est l'occasion de partager, de communiquer sur ce qui marche dans le monde au niveau de la nature et de la culture. Nous avons 220 solutions qui sont en existence et vous avez tous la possibilité de contribuer. Merci de vous en servir et nous aider à la développer en partageant votre expérience et vos solutions. La connexion entre la nature et la culture, ça remonte au début de l'humanité, mais ça vient commencer, et donc apporter votre créativité, votre engagement, votre volonté de bien faire. Merci et nous célébrons le thème nature-culture.
Merci à Tim et à Sue. C'était très intéressant de voir le lancement de cette plateforme Panorama. Et maintenant, nous allons avoir une discussion en panel avec les 6 coprésidents, donc Christine et Marco, Diane et Chris, et Sue et Tim. Nous avons regardé les questions que vous avez déjà postées en ligne ces derniers jours. Elles soulèvent toutes sortes de questions, mais il y a eu des thèmes que l'on retrouvait tout au long de ces questions qui ont été postées en ligne. Un des sujets qui revient, c'est la déontologie. Et je voudrais commencer sur cette notion et l'idée de décolonisation. Je vois que Chris et Diane ne se servent pas de ce mot dans leur travail et ils s'intéressent plus à la justice culturelle. Je voudrais demander à Diane quel est le rôle d'organisations comme les CAMOS et donc en travaillant avec les peuples premiers pour cette question de justice culturelle ainsi que pour la déontologie dans la pratique. Est-ce que quelque chose a avancé ou est-ce que le racisme est toujours intégré ou est-ce qu'il y a une violence épistémique? Merci. Donc ça, c'est une opinion personnelle. Je ne parle pas au nom de peuple premier, ni même d'une tribu. Mais je remercie l'ICOMOS et je voudrais parler du processus de nomination et des catégories relatives à la nature et la culture, donc qui sont séparées. Mais d'après ce que Tim disait, en fait, on pourrait les rapprocher beaucoup plus. Et les peuples premiers, ils utilisent également. Et puis, il y a des nouvelles catégories qu'il faudrait considérer. Par exemple, les paysages ancestraux. On pourrait rapprocher les peuples premiers au travers de l'UNESCO et d'autres groupes comme UICN pour participer, pour être en contact plus étroit. Et ça serait à faire dans le respect l'un de l'autre, avec intégrité, en développant des relations et avec une vision à long terme. Autrement, ça serait tout simplement une recolonisation. Merci Diane. Chris, à vous. Parlons-nous de votre expérience. Dans quelle mesure est-ce que vos valeurs autochtones ont eu un impact sur votre pratique ou est-ce qu'il continue d'y avoir une certaine résistance? Merci. Donc, moi, je parle du point de vue d'un membre assez récent de cette communauté autochtone et du patrimoine. Donc, ce qui s'est passé en Australie méridionale auparavant a été négatif pour les collectivités, c'est-à-dire toutes les politiques et les façons de faire qui existaient avant ça. Ceci ne permet pas à ces collectivités autochtones de vraiment participer à ces thèmes de culture et nature. Nous avons un terme particulier que nous utilisons, un terme aborigène, et c'est là que l'on fait le rapport entre la culture, notre corps et la façon d'accéder au paysage qui fait partie de notre vie. Donc c'est important pour moi en tant qu'archéologue autochtone et c'est le lien entre ces mondes différents. Voilà, c'est ça que je voulais dire sur ce thème. Merci Chris. Popular theme.
Autre thème qui est beaucoup revenu dans les questions était celui du patrimoine numérique et le contenu numérique. Maintenant, je veux me tourner vers vous, Christina. Vos travaux ont montré l'importance des contenus numériques pour la défense et l'activisme. Est-ce que ces activités impactent également donne lieu à de nouvelles formes de patrimoine numérique. Ce qui est très intéressant sur la façon dont les communautés et les professionnels utilisent les patrimoines numériques, c'est que c'est de plus en plus intégré et diffusé dans les pratiques. Et dans ce sens, la valeur patrimoniale devient en fait des moments numériques et leur importance inévitablement est transformée. Par exemple, Pink Glitter devient un symbole très important de la lutte des femmes. Et partout dans le web, sur Internet. C'est une comparaison très intéressante. Ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai lu votre article à vous et à Marco. C'est un exemple unique, je pense, mais qui a vraiment été bien expliqué par votre critique. Et Marco et vous, vous avez parlé de l'exemple de Hell Angel qui montre comment les communautés se sont spontanément organisées pour utiliser des plateformes numériques afin de montrer un exemple de difficulté de partage au Mexique et pour le rendre public, en faire confiance, en faire prendre conscience les gens. Comment les changements dans les réseaux médias peuvent changer la signification du patrimoine. Les médias numériques permettent de diffuser des nouveaux symboles. Dans ce cas, comme Christina l'a dit, ça peut être par exemple des graffitis pour dénoncer le fémicide au Mexique. Donc il y a beaucoup de nombreuses possibilités avec les médias sociaux. En ce qui concerne la recherche, je pense que en tant que chercheurs, nous devons nous ouvrir pour voir comment ces outils de communication peuvent être utilisés pour la valeur qu'ils peuvent avoir pour le patrimoine et le partage du savoir. Merci beaucoup. Et toutes mes salutations du Mexique. Merci Marco, c'était vraiment formidable. Maintenant, je voudrais maintenant me tourner vers Sue et Tim. Sue, on a beaucoup parlé au cours de l'année passée sur les contextes et sur comment est-ce que les contenus en ligne peuvent être une forme plus respectueuse de l'environnement. Donc, pour vous, l'année qui vient de se dérouler, comment, quelle est la réaction que cela évoque pour vous? Merci pour cette question. Ça me ramène quelques mois en arrière, au début de la pandémie. Au début, on se disait tous, oh, waouh, on va pouvoir utiliser ces outils en ligne et visiter tous ces sites. Mais après des mois et des mois sur Zoom, des séminaires en ligne, des tours virtuels, maintenant, c'est peut-être un peu moins agréable après tout ce temps. La technologie numérique ont un rôle important, bien évidemment, en termes d'archivisme et d'accessibilité. Mais ils ne peuvent pas reproduire l'expérience nuancée que l'on peut avoir en présentiel. Ce sens de lieu qui vient avec les textures, les odeurs, l'interaction personnelle. Et peut-être encore plus, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. La technologie peut faire beaucoup de choses, mais elle peut également donner une version très occidentale du patrimoine, si on connaît ce patrimoine que par voie numérique. Bien sûr, on n'est pas contre numérique. Il faut bien sûr utiliser les technologies numériques, par exemple cette plateforme Panorama dont il me parlait, mais
quand on intègre la culture et la nature, il faut vraiment, on est tout à fait conscient qu'il faut faire l'expérience des lieux. Et les besoins des gens font partie de cela. Donc, bien sûr, le numérique va continuer de rester, elle a son rôle à jouer, mais ce n'est pas un rôle exclusif. Merci beaucoup, Sue. Et maintenant, Tim, vous nous avez dit très bien comment la thématique culture-nature permettait de créer un dialogue entre les approches scientifique et basée sur les sciences humaines, mais elle remet en question également la dichotomie entre le matériel et l'immatériel. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette approche culture-nature peut peut contribuer à détruire un peu cette division entre les pratiques? Merci pour cette question. Dans la présentation dessus, elle a dit que la thématique culture-nature remet en question des fausses séparations, des fausses dichotomies entre la culture et la nature. Mais c'est la même chose pour le matériel et l'immatériel. C'est une fausse dichotomie. Et l'approche, oui, bien sûr, c'est une approche scientifique, mais c'est également une approche qui repose sur la pratique, sur le terrain. La séparation qu'on voit peut-être qui peuvent causer des problèmes, en fait, sont beaucoup plus être surmontées dans le monde réel. Ces séparations sont exposées, sont remises en cause par les expériences concrètes. Spécifiquement, cette connexion nature-culture, cette optique-là permet de remettre en question ces notions de dichotomie entre le matériel et l'immatériel, parce que on ne parle pas du patrimoine matériel seulement, mais la thématique culture-nature est tout à fait essentielle pour analyser toutes les relations. Il y a une interdépendance. La gestion des sites dépend du savoir traditionnel. Et donc, je pense que il est très important de relier ces notions de culture, nature, matériel, immatériel. Et il a toujours été séparé traditionnellement dans ma langue, en tout cas moi, et ça va à l'encontre des solutions. Merci beaucoup, Tim, c'est une idée très intéressante. C'est un prolongement très intéressant des idées que vous avez développées. Il y a des fils conducteurs très intéressants dans toutes vos réponses. Vous avez tous parlé de l'importance d'une recherche mue par la pratique et comment il faut théoriser nos expériences sur le terrain avec les communautés et tirer les enseignements de ces communautés, comment cela peut être un moteur d'innovation dans les pratiques patrimoniales et la théorie aussi du patrimoine. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut voir tout ce qui est numérique. Il est très important d'avoir des méthodes qui reposent sur les populations, sur les gens. Donc c'est ce qui est vraiment ressorti de tout ça. Après toutes ces discussions, je suis un peu triste que nous ne soyons pas tous là présents dans cette salle et qu'on ne peut pas continuer de discuter autour d'un verre. Mais je vous remercie tous les membres de ce panel pour vos excellentes présentations et ces discussions très intéressantes. Nous allons maintenant faire une pause de 5 minutes pour un café. Pour ceux d'entre vous qui sont dans l'hémisphère nord où il fait froid, et peut-être un petit apéritif pour nous ici à Sydney, car ici le soleil s'est couché. Pour ceux d'entre vous qui est inscrit, ne vous déconnectez pas et revenez avec nous dans 5 minutes pour la session numéro 2 de cet événement clé.
Donc, je vous accueille à nouveau à cette deuxième séance, à cet événement spécial de la G 2020. Il durera 55 minutes et comprendra le lancement d'un livre souvenir spécial pour la G 2020. Et il y aura l'annonce des thèmes pour la G 2023, un message du président de l'ICOMOS, Toshiko Ono, et la première parution de la vidéo promotionnelle de la G 2023. Donc, voici notre deuxième séance. Nous entendrons parler de 3 thèmes du symposium scientifique. Donc, responsabilité partagée, les patrimoines marginalisés et les patrimoines partagés. Commençons par la responsabilité partagée. Nous accueillons à l'écran les coprésidentes, Dr McLaren North, qui est directeur de l'un des plus grands cabinets de consulting en patrimoine. Il nous rejoint des provinces de la Nouvelle-Galles du Sud. Il s'intéresse à l'archéologie et à la gestion du patrimoine, notamment pour les infrastructures industrielles. Susan McDonald est responsable des bâtiments et des sites à l'Institut de conservation Getty et elle nous rejoint depuis Los Angeles. Et nous la remercions pour l'heure qu'il est déjà. Elle travaille au niveau international sur des études, sur des formations concernant différents aspects de la préservation des environnements urbains et du patrimoine archéologique. Je lui passe la parole. Merci Tracy. Je voudrais donc vous dire bonjour à tous. Cette première décennie a vu une grande évolution. Notamment, il y avait une reconnaissance du rôle de la conservation au niveau culturel et du développement. Et il y avait également une évolution. Nous avons vu une réduction des services gouvernementaux ainsi que de l'appui technique, et notamment au niveau législatif. Il y a des facteurs de vecteurs externes et que nous avons identifiés aux communications qui étaient représentant les droits humains, l'exclusion, le dérèglement climatique, pour n'en citer que quelques-uns. Et c'est une évolution qui a fait augmenter le nombre de parties prenantes qui sont impliquées. Il y a eu un certain nombre de conseils, d'organismes de conseil, le secteur non lucratif, et il y a eu une participation collective ou individuelle. Une augmentation du rôle de chacun, et il y a de nouveaux modèles qui se développent pour cette responsabilité partagée. Ce thème implique une autre évolution pour voir comment s'il y a un effet sur la conservation et ces acteurs interviennent ensemble ou séparément et interprètent ce monde durable, que nous voulons durable. À Myanmar, c'est un pays qui souffre beaucoup du changement climatique. Il y a une démocratie en évolution avec un nouveau contexte de marché. Et dans beaucoup, il y a des problèmes sociétaux très importants. Il y a évidemment la menace du dérèglement climatique et il y a cette question du fleuve que l'on a voulu équiper d'un barrage et ceci impose des pressions de développement tout en créant des opportunités économiques pour la communauté. Et nous espérons donc qu'il y aura une solution pour le reste, pour l'avenir de la communauté. Bonjour. Donc, ce thème
de responsabilité partagée peut compliquer les relations entre les différents acteurs. Il faut agir à jour. Donc l'approche réglementaire peut amener à un partage des responsabilités parmi un certain nombre d'acteurs et ça devient critique. Les experts ont un rôle important à jouer en raison de leur expérience et de leurs connaissances, mais il faut que ce soit vu comme quelque chose qui ajoute à l'expérience et aux objectifs des autres acteurs au lieu d'en exclure. Il faut également reconnaître que certains groupes ont différentes préoccupations et que le patrimoine n'en est qu'une, qui n'est pas toujours la plus importante. C'est un modèle qui n'est pas toujours reconnu. Par exemple, si l'on pense à Uluru, c'est un des grands problèmes où il y a un des grands sites où il y a un partage des responsabilités. Ce n'est qu'en 2019 que l'on a commencé à avoir des pratiques qui soient partagées. Il y a une véritable reconnaissance de ce problème. Je me trouvais dans cette région en octobre 2019 et j'ai vu que même jusqu'à la dernière minute, il y avait encore des gens qui grimpaient sur ce rocher alors que la tradition autochtone refuse de le faire. Il y a donc des conséquences non voulues. Donc cette responsabilité partagée doit reconnaître le fait qu'il y a différentes perspectives et qu'il faut tenir compte des intérêts de toutes les parties. Et en ce qui concerne l'AG, au cours des 3 prochaines années, nous allons développer ce thème et nous comptons sur le plaisir d'entendre ce que tout le monde aura à dire sur ce sujet. Merci. Donc, merci à Susan et à Mac. Et merci, le son n'était pas très bon. Et nous reviendrons sur ces thèmes pendant la discussion du panel. Maintenant, nous allons passer au patrimoine marginalisé, notamment pour le patrimoine des femmes, de la collectivité LGBTQI+, et des communautés religieuses ou ethniques minoritaires. Donc, nous accueillons à l'écran les coprésidents de ce thème, Dr. Corey Lautenbran, qui travaille comme architecte patrimonial et économiste culturel dans Merging Ecology. Elle nous rejoint de New York. Merci, vu la différence d'heure. Elle est également au comité exécutif de l'Association des études critiques de patrimoine. Le Dr. James Leach étudie l'historique urbain et la conservation du patrimoine à l'Université de Melbourne. Il s'intéresse à l'histoire et à la théorie de la conservation, à la relation entre la conservation et le développement et la conservation des lieux marginalisés, des lieux ordinaires des villes. Je passe la parole à James. Merci, Tracy. Donc, un des objectifs de ce thème que nous avions, c'était de voir comment nous pensons au lieu et quelles sont les méthodologies que l'on peut utiliser pour les protéger. Donc, je veux en fait que l'on révise ces pratiques et que nous fassions le lien entre ces façons de voir. Et si l'on pense par exemple au patrimoine LGBTQI, aux différents intérêts, c'est la première chose. Donc à Melbourne où je me trouve, à Londres, à New York, ce que l'on voit par exemple les cafés des années 50 où les gens se retrouvaient alors que ces espaces n'existaient pas ailleurs dans le monde. À Londres, en 87, il y avait un groupe gay juif et il y avait un certain nombre de lieux de rencontre qui ont un sens au niveau du patrimoine. Il y a eu des interventions de Thatcher, 28 propositions dans ce sens. Et
il y a eu nous avions une certaine intégrité et dans une certaine mesure, il fallait mettre en valeur certaines pratiques de conservation et soulever la signification sociale malgré les protestations. Si l'on voit ces trois sites dont j'ai parlé, Melbourne, Londres et New York, et leur importance pour les communautés LGBTQI, et de voir comment ils ont un rôle important pour l'ensemble de l'humanité dans tous ces contextes, et toutes ces doctrines, etc. Et également dans Ciné, ceci peut compliquer les pratiques et les processus sur les aspects tangibles et intangibles des cultures. En résumé, les gens qui s'intéressent au patrimoine des communautés LGBTQI veulent également que l'on en tienne compte dans l'avenir. Good morning. Bonjour à tous. Bonjour Tracy. Je veux parler de Stone Town dans la ville de Zanzibar qui était inscrit en 2000 sur la liste des sites patrimoniaux et c'est un des exemples préservants de patrimoine partagé. La marginalisation des femmes de Stone Town a affecté leurs pratiques patrimoniales de façon très importante. L'honneur apporté à leurs facteurs complexes, spatiaux, culturels, font que ces femmes regardent l'espace et la vie privée comme des valeurs patrimoniales. Cela permet aux femmes de devenir des membres d'un groupe qui transmettent le patrimoine des femmes. Et il y a donc des sites qui ont été réadaptés pour elles. Cette photo montre un événement qui a eu lieu toutes les semaines sur cette île islamique. Les rôles hommes-femmes sont très distincts et la séparation des sexes qui existe toujours dans le pays aujourd'hui, donc est symbolisée par cela. Merci. Merci beaucoup à Toki et James. C'est un événement très difficile au niveau logistique. Et vraiment, je vous félicite tous, tous les participants, parce que les messages passent. Donc, ce dernier thème dont on va parler maintenant est celui du patrimoine partagé. Donc, veuillez accueillir à l'écran les coprésidents de ce thème, Dr. Karl Weiser, qui est le président de l'ICOMOS Népal et qui se joint à nous du Katmandou. Il effectue des recherches sur la réhabilitation du patrimoine urbain après une catastrophe et sur les relations entre les communautés. Kai a travaillé comme urbaniste et architecte dans la région himalayenne. Et en ce qui concerne Anishka Kira, Anishka, son expérience professionnelle comprend un poste de spécialiste auprès de l'Autorité nationale pour la conservation des biens culturels en Pologne pour l'UNESCO sur l'étude de l'architecture vernaculaire de la région de Bassora en Irlande et à la ville de Fremantle en Australie-Occidentale en tant qu'architecte du patrimoine de la ville. Anishka, vous avez la parole. Merci et bonsoir à tous. Comme vous le savez déjà, le concept de patrimoine partagé est généralement associé avec des lieux patrimoniaux physiques et des patrimoines immatériels. C'est souvent associé également avec des conflits plutôt qu'avec des valeurs partagées. Et cela revient, et ce depuis des centaines d'années.
voire des millénaires. La mondialisation, les mouvements de population disconnectent encore plus les communautés de leur passé. Qu'il s'agisse, donc les pratiques traditionnelles sont abandonnées ou sont détruites ou elles ne sont plus pertinentes. Donc il est très l'impression d'établir des liens entre les lieux du patrimoine et que ces liens se continuent et que le récit cumulé devient plus profond. Et il y a plusieurs des cas présentés par mon document portent sur Arthur Head à Fremantle, en Australie occidentale, qui est un exemple de valeurs partagées et réconciliées. L'histoire complexe reconnaît les propriétaires traditionnels qui utilisent ce promontoire à l'embouchure du fleuve Swan comme un lieu de cérémonie. L'arrivée des pionniers européens en 1819 et l'industrie fichière a été mise en place par la communauté traditionnelle de Fremantle. Malheureusement, il y a eu de l'exploitation et également même de la négligence de ce qui est devenu le dépôt du port de Fremantle. Et avant, ça c'était avant que l'île de Fremantle se lance dans un projet de reconstruction du site du paysage côtier des années 1870. Donc vous pouvez voir l'histoire ici, ce récit à partir du bas à droite. Vous pouvez voir, ce site montre l'importance des composantes essentielles pour avoir un bénéfice du patrimoine partagé. Un engagement politique continu, une planification économique solide et une approche de la conservation basée sur des valeurs. Et ce site a permis aux gens de se reconnecter avec leur passé, à renforcer leur fierté et leur identité. Et surtout, a fait que ce lieu est devenu un site culturel et une réserve avec de nombreuses significations et une valeur partagée. Et des journées telles que la Journée nationale de l'Australie et la Journée de la réconciliation sont célébrées sur ce site, comme quoi c'est un site où il y a véritablement des valeurs partagées et qui a permis la cohésion de la communauté. Cette réserve, ce site, célèbre le patrimoine partagé, non pas comme une pièce de musée, mais comme une partie intégrante du tissu urbain de cette ville portuaire en pleine évolution. À vous, Kai, vous avez la parole. Merci, Agnieszka. Et bonjour de Katmandou. Katmandou, la capitale du Népal, et son nom vient de Kastamandap, que vous voyez sur la première photo. Il s'agit d'un pavillon en bois qui était utilisé comme salle commune, voire un hôtel de ville. Il n'a pas de fonction spécifique ou de propriétaire spécifique. C'est un monument qui a été partagé par différentes parties prenantes et différentes communautés. Ce monument s'est effondré pendant le tremblement de terre de 2015 et les communautés locales ont demandé à ce qu'il soit reconstruit en utilisant les technologies et les matériaux traditionnels, comme vous pouvez le voir sur l'image 2. Les recherches élaborées par les universités de Durham et Stirling ont montré que le monument était en fait beaucoup plus vieux qu'on le pensait, de plusieurs siècles. Les fondations datent du 7e siècle et il y a même un support en bois qui date du 5e siècle. Le monument est en cours de reconstruction avec la participation de la communauté. L'image 3 montre que les membres de la communauté aident à porter un pilier principal au site avec la bénédiction d'une déesse. Et l'image 4, on peut voir qu'il y a un membre du Parlement qui dialogue avec certains des artisans.
c'était dans un rituel spécial. Et c'est cette collaboration entre les communautés qui se sont assurées de la survie du monument. Il y a un plan de continuité qui est mis en place pour la maintenance et la gestion après sa reconstruction, tenant compte de toutes les communautés, de toutes les parties prenantes. La continuité d'un site, d'un monument dépend du maintien de l'équilibre entre les communautés en tant que patrimoine partagé. Merci. Merci beaucoup à Kai et Agnieszka pour ces exemples assez poignants, en fait, qui illustrent ce thème du patrimoine partagé. Maintenant, nous allons reprendre notre discussion et j'ai Suzanne and Mac, Taki and James et bien sûr Kai and Agnieszka. Et pour reprendre un peu les questions qui ont été postées en ligne, les thèmes de l'économie et de la durabilité du patrimoine reviennent constamment et sous des formes et dans des circonstances un peu diverses. Donc je voudrais commencer par le concept de la valeur économique du patrimoine. Ou de l'autre côté, le patrimoine, la contribution du patrimoine à l'économie. Et au cours des dernières années, on est sans arrêt sous pression pour toujours quantifier de façon monétaire la valeur du patrimoine. Et aussi de trouver des façons novatrices pour mesurer les contributions patrimoniales, les contributions du patrimoine pour le bien-être des communautés. J'ai lu notamment un livre récemment, un livre français qui s'appelle l'économie de l'enrichissement, qui regarde, c'est une réponse un peu nouvelle au capitalisme. C'est une façon nouvelle de gérer les valeurs et qui fournit des exemples assez provocateurs. Mac, dans votre présentation, vous avez mentionné ce domaine des organisations du quatrième secteur, c'est-à-dire des organisations qui sont orientées vers une solution sociale, mais avec une approche commerciale. Donc, que pensez-vous qu'est la dimension éthique de ce type d'organisation et comment une organisation comme l'Iconos peut avoir quelle relation peut avoir l'Iconos avec ce type d'organisation à l'avenir? Merci. Je pense qu'il faut examiner la mission de ces organismes à but social et dans leur rôle de conservation et voir le groupe des acteurs qui peut l'appuyer. Ce n'est pas toujours, la place d'une organisation. Il peut y avoir certaines organisations, mais il est également nécessaire pour ceux qui travaillent dans ce cadre du patrimoine, de voir que le patrimoine, de craindre que le patrimoine ne soit exploité pour des raisons commerciales. On le voit avec le tourisme, mais il y a toujours la question de durabilité et de défait que nous recherchons entre ces relations. Je ne sais pas si voilà, c'est ça que je voudrais dire tout de suite, parce que personne ne doit se sentir exploité ou traité et maltraité. Merci, James. C'était très intéressant comme réaction. Nous allons maintenant passer à la question plus large de la durabilité. Suzanne, dans certains pays comme les États-Unis et l'Australie, nous avons vu récemment une coopération avec les entreprises en ce qui concerne les questions du dérèglement climatique et de l'émission de carbone, tandis que le gouvernement continue de voir ça comme une question d'entreprise. Est-ce que c'est une chose à faire de travailler vers ces objectifs de durabilité? Comment ça peut toucher votre organisation? Merci.
Oui, c'est la chose en fait. Ce catalyseur du secteur, du quatrième secteur, a été forcé d'agir parce que le gouvernement était absent. Il fallait reconnaître qu'on ne peut pas, on ne peut pas toujours demander à ce troisième secteur de faire quelque chose. Et il faut voir que le secteur privé, lui, est mu par le marché. Il y a également des opportunités pour des organisations au niveau financier d'en bénéficier et également en matière de durabilité dont le patrimoine peut y contribuer, y participer. Notamment pour les acteurs autochtones, ils peuvent en tirer un avantage économique et euh, s'ils peuvent vraiment prendre la tête de cette action. Et il peut y avoir des services, il peut y avoir des buts de durabilité qui peut être difficile pour un autre secteur. Il faut donc travailler côte à côte avec ces institutions, mais là on veut des choses pratiques sur le terrain. Il y a un rôle pour ce secteur, pour qu'ils travaillent ensemble, et c'est le modèle qui se développe. C'est ces partenariats entre secteurs, 2, 3, 4 secteurs qui travaillent souvent ensemble. Merci Suzanne. Et merci à Mac de cette analyse extrêmement large qui apparaîtra, va être publiée dans notre volume. Donc je parle maintenant à Tokia. Vous avez parlé de cet exemple très poignant de communautés marginalisées. Et la question était comment est-ce il peut y avoir une tension entre les droits humains et la partie valeur du patrimoine, comme on le voit par exemple dans la charte de l'ICOMOS Australie. Vous pouvez parler de cette question? Oui, merci Tracy. En fait, le problème sur cette question de valeur et de patrimoine s'appuie, c'est que pour reconnaître une certaine structure, il faut déjà définir pourquoi son patrimoine est important. Et ça veut dire également qui attribue une valeur à ce patrimoine. Donc il faut une question de respect, de protéger et de protéger le patrimoine pour la collectivité et les individus. C'est une question, c'est un travail qui est à faire. Il y a l'exemple de la dignité qu'il faut qu'il faut attribuer à certaines communautés. Et il y a également d'autres vues qu'il faut prendre en compte. Merci de cette réponse très claire. Vous avez très bien exprimé avec une grande conviction. Vous avez bien souligné le point central sur cette notion très simple de respect, de dignité. Merci. Je parle à James maintenant sur la question de la durabilité. Et je sais que James, vous avez voulu augmenter l'alignement entre ces deux valeurs. Comment peut-on aligner les buts de durabilité économique, sociale et environnementale, tout spécialement pour les communautés diversifiées et marginalisées? Merci. Je voulais donc dire que la communication dont j'ai parlé était avec Toki plutôt que moi. Alors, donc il y a un potentiel particulier pour cette durabilité fondamentale sous plusieurs angles. Le travail que nous faisons, c'est d'adopter ces valeurs culturelles au lieu de regarder le passé. La société, l'économie, l'environnement peut amener certains avantages qui vont avec le patrimoine, c'est ce qu'on pense. Mais il y a également l'aspect de la conservation.
et, et la participation et la réalité sont des aspects centraux à la décision. Il faut donc penser au temps, à la communauté, à l'authenticité, à l'intégrité. Et je pense qu'il y a un rôle à jouer ici à la conservation. Il y a des risques à adopter, à reconnaître, et il faut reconnaître l'impossibilité de cette approche pseudo-scientifique vis-à-vis de la valeur culturelle. Donc, ce n'est qu'une approximation. Donc, pour les collectivités LGBTQI, en tant qu'historien, il y a une question de justice économique, mais comment rapprocher ces deux aspects très intéressants sur le plan historique? Pour répondre à ces questions, il faut commencer à développer et même adopter des approches beaucoup plus contemporaines à la façon de valoriser le patrimoine. Merci, James. Je parle à Kai. Et de ce monument à Katmandou et la contestation des populations. Est-ce que la gestion du patrimoine doit-elle résoudre de telles tensions pour avoir un avenir durable, ou est-ce que ces contestations soulignent et même attirent l'attention sur des questions sociales plus larges? Merci de cette question très importante parce que je pense qu'il faut encore réfléchir et comprendre qu'est-ce que c'est que la collectivité. On en parle de la participation de la collectivité sans même chercher à accepter que c'est complexe. Pas toujours, mais souvent il y a des écueils. Et même dans le cas de ce monument, les collectivités ont évolué au fil des siècles selon les circonstances locales. Et avec la réaction au tremblement de terre, il y a certaines responsabilités ont été prises en charge par la collectivité. Donc, comment faire dans le cadre de la gestion du patrimoine? Je pense qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait une continuité. Alors, encore une fois, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, la continuité pour l'aspect tangible et intangible de ce monument. Donc, le plan que nous l'avons appelé un plan de continuité, ce qui veut dire, c'est qu'il faut suivre, assurer le suivi de la sécurité du monument et des gens qui le visitent. Et le plan aide la collectivité à participer et assurer l'accessibilité. Mais il faut faire le lien à certaines relations particulières entre la collectivité et le monument. Il faut donc comprendre à ce niveau-là. Mais il faut également tenir compte des évolutions au fil du temps et il faut donc s'adapter. Il faut une connaissance approfondie de ce que ça veut dire. Merci. Merci, Kai. Et merci de cette tension que vous soulignez par rapport à la continuité. C'est très intéressant. Agnieszka maintenant. Et je vais terminer donc sur une question d'économie par rapport au patrimoine. Comment mesurer la contribution du patrimoine à l'économie? Est-ce que ça doit se mesurer en termes monétaires ou il y a des systèmes à adopter pour mesurer la contribution sociale au bien-être de la population? Et est-ce que ça peut se faire lorsque le contexte culturel est très diversifié? Merci. Et oui, c'est un sujet dont je me sens très proche parce que je travaille avec des promoteurs qui doivent livrer des avantages économiques, des emplois, etc. Tandis que le régulateur, comme moi, nous avançons l'argument
que la conservation, c'est plutôt pour le bien-être de la collectivité, l'économie d'énergie. Donc, mais j'ai une véritable passion pour la question des avantages économiques, pas seulement pour des lieux particuliers ou même pour des villes. Selon moi, c'est la seule façon d'arriver à un développement durable des villes. Parce que lorsqu'il y a un grand nombre de propriétaires, là je parle d'expérience parce que à Fremantle, dans les années 70, c'était un quartier très délapidé. Et au cours des 30 dernières années, c'est devenu la partie la plus attrayante de la ville. Et je suis sûre que ce n'est pas le seul quartier. J'habite maintenant à Balmain et je vois qu'il y a des avantages à investir à long terme dans la conservation du patrimoine. Le gouvernement a un rôle central et doit faire en sorte qu'il y ait un avantage économique avec un dispositif juridique et financier, mais également par l'exemple. Et mon exemple, de nouveau Fremantle, qui a investi dans la conservation de ces lieux patrimoniaux qui appartenaient à la ville. Et ceci a donné un élan aux autres entreprises, aux alentours, qui ont fait de même, qui ont suivi l'exemple. Et pourtant, les grands développements immobiliers dans l'Australie occidentale, parce que c'était des développements d'une grande taille, il y a eu beaucoup de troubles et les résultats économiques et sociaux sont toujours incertains. La ville de Perth est un des meilleurs exemples. Et il va falloir terminer parce que l'économie de cette ville a été détruite et pendant longtemps, c'est resté comme une forêt de béton. Et ça n'est qu'au cours des 10 dernières années qu'elle a réussi à surmonter ce problème. Merci, Agnieszka. C'est une très bonne réponse à cette question, donc, entre le patrimoine comme moteur de l'économie et de la société. Merci aux membres du panel. Que tout le monde s'applaudisse à distance. Je crois que les choses vont de mieux en mieux, n'est-ce pas? Nous avons une certaine expérience. J'ai aimé cette discussion, toutes ces réflexions qui vont nous amener à la prochaine section du programme. Et je voudrais maintenant inviter Nargis Kudinova à réfléchir et à tirer des conclusions de ces discussions. Nargis. Chers collègues, la diversité du concept de patrimoine partagé que l'on a pu voir aujourd'hui est étonnante. C'est complexe, c'est une source d'inspiration et en même temps c'est provocateur. Cependant, le concept de partage est toujours accompagné d'interaction entre les sociétés. Et toujours, ce n'est pas toujours évident de savoir quels sites de patrimoine sont représentés. Bien sûr, ce moment cause toujours des questions importantes en ce qui concerne la conservation et la gestion des sites de patrimoine. Cependant, le concept de partage revient toujours et il est important de traiter de ces questions telles qu'elles ont été présentées par les coprésidents du patrimoine partagé. Dans ce contexte, le thème de responsabilité partagée émerge. Nous avons remarqué que les 4 secteurs qui s'occupent de la pratique patrimoniale, c'est-à-dire les secteurs publics, secteur privé, les ONG et les entreprises sociales,
change l'interaction entre elles dans le monde. Les partenariats de collaboration sont de plus en plus forts, notamment comme le montre la thématique culture-nature. Et on peut voir notamment dans la collaboration avec l'UICN et l'ICOMOS et la mise en place de ce protocole d'accord. Et on a également parlé du patrimoine autochtone et le rôle que ces communautés peuvent jouer aussi bien au niveau national qu'international. Et enfin, l'événement clé a soulevé le thème des patrimoines marginalisés, qui est importante pour lancer les discussions sur ce phénomène patrimonial qui est celui qui lutte pour la reconnaissance des pratiques patrimoniales partout dans le monde. Enfin, il faut souligner une autre dimension du patrimoine partagé. Les lieux, les pratiques sont partagés par différentes générations. Parfois, les visions de différentes générations en un seul lieu peuvent être énormes. Et qu'on peut voir sur cette diapositive de danseurs en Russie. Métaphoriquement et littéralement, les danseurs voient le bien culturel d'une perspective la tête en bas, en fait, à l'envers. Cependant, cette vision différente d'une perspective venant des jeunes est un avantage dans les pratiques patrimoniales. Par exemple, au cours des confinements liés à la pandémie, les jeunes et les professionnels, les jeunes professionnels ont pris ont un rôle de plus en plus important pour identifier les questions liées au patrimoine. Donc, cette tendance a permis à des jeunes de mieux s'intégrer dans les pratiques patrimoniales à tous les niveaux, au niveau local et jusqu'au niveau des groupes des jeunes professionnels, groupe de travail des jeunes professionnels de l'ICOMOS. Une situation était impensable il y a même 10 ans. Donc, les choses changent et la participation des jeunes est de plus en plus importante. Merci. Merci beaucoup, Narguise. C'était merveilleux d'entendre vos observations de la perspective d'un jeune, en début de carrière et de ce groupe de travail. Et bien sûr, la voix de la jeunesse et des jeunes professionnels devait figurer d'une façon très importante à l'AG 2020. Et nous espérons bien sûr promouvoir cette perspective à l'avenir. Et ce que vous dites en ce qui concerne le partage des patrimoines entre les générations est particulièrement important. Dans mon travail, je collabore souvent avec des organisations patrimoniales qui ont du personnel plus âgé et qui se demandent comment mobiliser des bénévoles jeunes et ils essaient de le faire en faisant intéresser les jeunes dans ce qu'ils font déjà, plutôt que d'écouter les jeunes et d'essayer de voir comment ils peuvent s'intéresser, comme Narguise l'a si bien dit. Donc maintenant, c'est un grand privilège pour moi de passer la parole à Michael Landa, le président du comité consultatif de l'ICOMOS et président et officier du conseil scientifique de l'ICOMOS pour lancer l'édition anniversaire de environnement historique. Merci beaucoup, Tracy. C'est un grand plaisir pour moi de lancer ce numéro spécial de l'AG 2020. Ça ne s'est jamais produit qu'on publie une publication en même temps que l'événement a lieu. Historic Environment est un journal de l'ICOMOS Australie qui rassemble de nombreuses disciplines de recherche dans le domaine de la conservation du patrimoine. Ce numéro spécial vient en réponse à un désir de reconnaître le travail et de consigner le travail entrepris pour créer et organiser l'ICOMOS 2020, l'Assemblée générale et le symposium scientifique. Il a été édité par Steve Brown et Ona Vilekis
les coprésidents du symposium scientifique et comprend toute une liste également de reconnaissance, de remerciements de tous les comités, de tous les partenaires et de tous les sponsors qui ont apporté des contributions très importantes à ce qui aurait dû être l'AG de 2020. Cela a contribué aux travaux a permis la contribution de tous les symposiums scientifiques en facilitant et en assurant la promotion du leadership intellectuel dans la gestion du patrimoine culturel. Donc, sans plus attendre, je suis très heureux de lancer officiellement le numéro spécial de l'AG 2020 de environnement historique, Historic Environment, qui est maintenant à votre disposition et que vous pouvez télécharger gratuitement de notre site internet de ICOMOS Australie. Thank you, Michael. Merci, Michael. Maintenant, nous en arrivons à la fin et nous allons annoncer les thèmes proposés pour l'ICOMOS 2003 qui aura lieu à Sydney, en Australie, du 21 août au 9 septembre 2023. Les thèmes proposés, vous les voyez, et nous espérons qu'ils seront entérinés par le conseil scientifique de l'ICOMOS lors de la réunion le 26 octobre 2020. Le thème général proposé pour 2023 est patrimoine et changement. Ce thème cherche à examiner les changements tumultueux qui ont eu lieu dans les années, pour ce début d'année 20, l'urgence climatique, les Covid-19, les confinements, les fermetures des frontières, les réunions virtuelles et le mouvement Black Lives Matter ont profondément changé les façons dans lesquelles le monde est ressenti, notre ressenti au monde. Et nous nous demandons qu'est-ce qui change dans le domaine du patrimoine et qu'est-ce qui doit changer. Par exemple, dans la société civile, au niveau de l'environnement, au niveau de l'économie et en politique. Steve, c'est à vous. Et si le patrimoine change, je voudrais vous voir en 2023 à Sydney. Mais les 4 thèmes pour le symposium scientifique sont la résilience, la responsabilité, les droits et les relations. Ces thèmes ont été choisis pour couvrir un éventail très large de sujets de préoccupation, de questions dans les travaux de la recherche sur le patrimoine culturel, la protection et la gestion de ce patrimoine culturel. Nous vous encourageons tous à commencer dès maintenant à réfléchir et pour vous inspirer, nous allons vous montrer une vidéo promotionnelle pour ICOMOS 2023 à Sydney. L'Australie ICOMOS est fière d'accueillir la 21e Assemblée triennale qui se tiendra ici à Sydney en 2023. Il s'agit de la première fois que l'Assemblée générale triennale se déroulera dans la région de l'Asie-Pacifique. Ce sera avec grand plaisir que nous accueillerons les membres de l'ICOMOS et les délégués de partout dans le monde pour faire le trajet ensemble vers Sydney en 2023. L'AG 2023 bénéficie du soutien des gouvernements de l'Australie, de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, de la ville de Sydney, ainsi que d'un grand nombre de partenaires stratégiques et de mécènes. Le gouvernement australien est fier de s'associer à titre de partenaire stratégique majeur à l'Assemblée générale de l'ICOMOS qui se tiendra à Sydney en septembre 2023. En tant que membre actif du Comité du patrimoine mondial depuis des années, l'Australie reste un leader international en matière de conservation du patrimoine. Comptant 20 sites inscrits et plusieurs candidatures, l'Australie appuie depuis de longue date et s'occupe de la protection
de la protection de nos sites patrimoniaux. L'Assemblée générale est attendue avec grand enthousiasme et trouvera en Australie une société pluriculturelle à l'image de la communauté globale de l'ICOMOS. Sydney est située sur le territoire traditionnel du peuple gadigal de la nation Eora. Nous reconnaissons leurs aînés d'hier et d'aujourd'hui et rendons hommage à tous les délégués autochtones qui se joindront à nous à Sydney en 2023. Les membres de l'ICOMOS Australie sont actifs au sein de chacun des comités scientifiques internationaux et se réjouissent de pouvoir accueillir leurs collègues à Sydney. Le thème mis à l'avant pour le symposium scientifique « Héritage et changement, patrimoine et changement » reflète les problèmes auxquels nous sommes confrontés. La pandémie, la fermeture des frontières, les réunions virtuelles, les urgences climatiques et les mouvements citoyens tels que Black Lives Matter. Nous vous invitons à considérer les transformations auxquelles est confronté le domaine du patrimoine et les changements qui s'imposent. Notre ville hôtesse, Sydney, offre des destinations hors pair, un riche patrimoine culturel et naturel et des infrastructures de calibre international. Pendant leur séjour à Sydney, les délégués de l'ICOMOS pourront profiter de ces hauts lieux culturels tels l'Opéra de Sydney, le pont Harbour Bridge, notre parc d'attractions Art déco, le musée maritime national de l'Australie et le site patrimoine mondial de Hyde Park Barracks. Ils auront également l'occasion de rencontrer les individus et organisations qui se dévouent au patrimoine culturel à travers une exposition publique. Une excursion au site de patrimoine mondial de la région des Montagnes Bleues comprendra des visites du site aborigène des Trois Sœurs, d'anciennes forêts d'eucalyptus et de propriétés historiques. ICOMOS Australie travaillera de près avec Arinex, un organisateur professionnel primé de conférences. En tant que partenaire stratégique de l'AG et du collaborateur de l'ICOMOS depuis 2016, Arinex se réjouit de recevoir des délégués internationaux à ce grand événement international à Sydney en Australie. Nous sommes heureux de nous associer à l'ICOMOS Australie pour vous convier à cet événement mémorable qui aura une grande portée pour l'avenir. Et pendant leur séjour en Australie, les membres de l'ICOMOS pourront découvrir certains de nos remarquables sites patrimoniaux culturels et naturels, tels Uluru Katachuta dans le Centre Rouge, la Grande Barrière de Corail, le site du bagne de Port Arthur ou notre site du patrimoine mondial le plus récent, le paysage culturel de Boudjibin. L'Assemblée générale se tiendra au Centre international du congrès de Sydney, notre quartier intégré dédié au congrès, expositions et spectacles. Situé sur le bord de l'eau au cœur de Sydney, à proximité de la plupart des hôtels et de l'infrastructure d'accueil de la ville, le centre est facilement accessible depuis l'aéroport. Et nous rendrons le trajet vers Sydney et l'Australie encore plus simple grâce au soutien de nos partenaires stratégiques Qantas, B-Sydney, Destination Nouvelle-Galles du Sud et Tourism Australia. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre belle ville portuaire en 2023. Donc, nous approchons maintenant de la fin de cet événement clé de l'AG 2020. On a pratiquement donc terminé et c'est un soulagement et je tiens à féliciter mes collègues Richard, Steve et Ona et à tous les coprésidents du symposium. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, une grande contribution intellectuelle qui ont eu lieu, mais elles ne seront pas perdues. Ils vont s'accumuler et se combiner pour faire de cet événement clé le meilleur symposium scientifique ayant jamais existé. Donc pour clore, je vais vous montrer quelques diapositives pour remercier les personnes, les organisations qui ont sponsorisé l'AG 2020. Et donc je vais accueillir Toshi Kono, le président de l'ICOMOS International. Toshi, l'écran est à vous. Merci beaucoup. Je suis Toshi Kono, le président de l'ICOMOS. Je tiens à féliciter pour un événement très bien organisé, très impressionnant. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les sponsors pour leur soutien généreux et tous les membres des panels pour leurs efforts, ainsi que le public pour leur participation et leur soutien formidable. J'attends avec une grande impatience l'AG 2023, qui
intéressant, le changement, et avec les relations, les droits, la résilience comme thèmes centraux. Et je voudrais finir avec des remerciements. Je vous remercie d'avoir participé à cet événement clé de la GE 2020.